Et je peux vous choquer, au Togo, nous n'avons pas de délestage. Ah oui, qu'on ne soit plus obligé de se déplacer pour venir relever les indices de compteurs avant d'envoyer les factures. Les compteurs d'ancienne génération sont des compteurs qui sont beaucoup plus faciles à frauder. J'ai même des recommandations du personnel de la compagnie d'électricité. Ah oui? Quand vous êtes un infographiste, vous êtes un architecte, vous choisissez généralement des ordinateurs avec des écrans avec des résolutions assez poussées. Oui. On ne va pas mettre ce même écran à un DG. Quand vous prenez un ordinateur, l'élément qui fait fonctionner, qui fait consommer plus Le processeur. Ok. Vous le mettez sur 16 degrés, vous demandez à un climatiseur de rafraîchir cette pièce-là jusqu'à 16 degrés au Togo et en Afrique en mois de juin. C'est pas réaliste. Vous avez un chauffe-eau à la maison? Oui. Très bien, voilà le problème. Alors, je suis Edem Koudité, mes amis m'appellent Tonton Difa. Je suis énergéticien et light designer. En français facile, j'aide les gens à diminuer leur facture d'électricité. Et je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous recevons un spécialiste de l'électricité. Quelqu'un qui peut changer en un seul clic votre façon de consommer du courant et qui peut vous faire comprendre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais dans votre maison en termes de consommation énergétique. En même temps, vous allez entendre aujourd'hui des choses inouïes, des choses dont vous-même vous ne soupçonniez pas en fait que c'était des trucs dangereux ou bien des trucs qui vous font consommer autant d'électricité. Donc, je vais recevoir Tonton Difa aujourd'hui. Et il va se livrer à nous, il va nous donner ses pépites en termes de consommation de courant. Restez connectés et suivez-nous. Bonjour Tonton Difa. Bonjour Efi. Comment tu vas? Super bien et toi? Ça fait plaisir de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Moi ça va. Franchement, depuis que je cherchais à te recevoir, je me disais comment te pincer et tout, parce que tu es un homme super chargé et tout. L'électricité est difficile à avoir, donc je m'aligne sur l'électricité. En fait, tu travailles dans combien de pays? Tu travailles uniquement au Togo ou bien? Je travaille fondamentalement au Togo, mais j'avoue que je reçois pas mal de consultations individuelles et de consultances dans l'Afrique francophone. Ok. De l'Ouest essentiellement. Ok. Mais dis-nous, qui est Tonton Difa du coup? Quel est ton parcours? Alors, Tonton Difa est un passionné de l'énergie. J'ai fait l'ingénierie électrique. Après, je me suis spécialisé dans l'éclairage. D'abord, dans l'optique de faire de l'économie d'énergie. Parce qu'à l'époque, on avait des types d'ampoules qui consommaient énormément. Et il fallait comprendre quel type d'ampoule choisir. Et juste après cela, j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation sur l'efficacité énergétique, premièrement en Chine, sur le choix des ampoules, avec l'avènement des LED, dans les années 2015 et tout. Et chemin faisant, les LED, naturellement, on est rentré avec les énergies renouvelables, les panneaux solaires en l'occurrence. Puis, on est rentré dans la gestion de l'énergie et par passion, je suis aussi enseignant. Donc, je donne des cours à l'université, dans une université privée de la Plaque, sur les énergies renouvelables et la gestion de l'énergie, c'est-à-dire l'audit énergétique et tout. Donc, voilà en gros mon parcours. Mais comment t'en es venu aujourd'hui à être quelqu'un spécialisé vraiment dans la réduction de vos factures de courant? D'abord, c'est la passion. C'est pas très connu en fait comme métier, c'est pas très connu. Oui, c'est pas très connu et c'est pas très payant non plus aussi. C'est un métier noble, c'est ça? Énorme, assez méconnu parce que il y a eu une appréciation occidentale qui fait que notre consommation énergétique comparée à la consommation énergétique occidentale est très faible. Parce que dans l'Occident, en hiver, on fait appel à beaucoup d'énergie pour faire le chauffage. Et cette énergie sollicitée pour le chauffage ne vaut presque pas grand-chose face à l'énergie que nous consommons, je vais dire peut-être pour la climatisation. Et ça, c'est pour un confort. Mais cela ne veut pas dire en termes de proportion, on ne pourrait pas mieux faire en termes d'économie d'énergie ou bien d'utilisation de l'électricité chez nous. Je vois. Donc, les structures, je peux dire, peut-être sauf erreur, les structures sont beaucoup plus focus sur des chiffres de consommation énormes comme à l'occidental,
alors que chez nous, nous n'avons pas le même besoin énergétique comme chez les Occidentaux. Donc, du coup, il fallait que nous-mêmes, on s'en rende compte que nous sommes à un niveau bien donné et ensuite voir comment on peut optimiser nos consommations de chaque jour. Tu n'es pas très détesté par les compagnies d'énergie électrique Non, au contraire. Au contraire, j'ai même des recommandations du personnel de la compagnie d'électricité. Ah oui? Oui, parce que quand les clients se plaignent de leur facture d'électricité, légalement, jusqu'à ce qu'on ait peut-être un changement, la compagnie d'électricité n'a pas vocation à venir vérifier qu'est-ce qui fait que vous consommez de trop. Je vais tout simplement vous référer quand vous allez faire une souscription, que ce soit un sous-compteur ou un branchement, on vous donne un petit papier en format A5 et il y a des clauses là-dessus. Vous allez voir que la seuilleté, le contrat s'arrête à la tête du disjoncteur. Maintenant, ce qui est après le disjoncteur, c'est-à-dire l'installation de votre maison, bien de votre entreprise, c'est de votre apanage. OK. Donc, la seuilleté, ou bien la compagnie d'électricité n'a pas aujourd'hui cette vocation de venir checker pourquoi est-ce que vous consommez. Ce qu'elle fait généralement, c'est de vérifier si son dispositif de comptage compte bien. OK. C'est pour cela que quand vous allez vous plaindre, vous dites que la consommation est élevée, on vient poser un compteur étalon superposé qui va comparer votre consommation sur une période de 1 semaine à 2 semaines par exemple. Et sur cette base, on s'assure que le compteur qu'on vous a posé, elle compte bien. Compte bien. Et très souvent, le compteur compte bien. Et le problème n'est pas résolu. Ah oui? Puisque le compteur compte bien, donc le compteur compte ce que vous avez consommé. OK. Mais vous êtes venu vous plaindre parce que vous voyez que votre consommation augmente. Elle est énorme, effectivement. Elle est énorme. Mais ce qui fait que votre consommation est énorme, c'est à l'intérieur. Mais comment régler ce problème? Comment comprendre ce qui est inutile, ce qui fait partie des dépenses inutiles en fait dans votre maison en termes de consommation électrique? Alors, permets-moi de remonter de façon beaucoup plus macro. Mm-hmm. Normalement, quand vous voulez comprendre les causes de l'excès de consommation, il faille dans un premier temps savoir d'où ça vient. La première des choses, ça va vous surprendre, c'est d'abord l'architecture du bâtiment. Ah oui. L'architecture de votre maison peut compter dans la manière dont vous dépensez en électricité. Bien sûr. Okay. Parce que aujourd'hui, je profite pour faire un coucou à tous mes amis architectes parce que c'est leur travail. Ils sont normalement cette personne qui doivent designer la maison, concevoir une maison pour que cette maison soit économique énergétiquement. Donc, cela va dans la position du bâtiment, les ouvertures des fenêtres, le choix de type de matériaux de construction, c'est-à-dire si il faut faire du brique, ciment, peureux, creux, tel type de creux, briques stabilisées et autres, tous ces éléments permettent justement de pouvoir contribuer à faire de l'économie d'énergie. Raison pour laquelle on dit souvent, voyez toujours un architecte. C'est l'une des raisons entre autres en fait. Donc si vous voulez, la première des choses, si vous voulez vraiment faire de l'économie d'énergie et que vous n'avez pas encore construit votre maison, commencez par un architecte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand vous êtes dans la maison ou bien dans votre bâtiment, la première des causes, c'est la manière dont on a fait les installations électriques. Les fils électriques, comment c'est tiré, quels choix ont été faits et tout. Parce que les gens ont l'habitude de contacter les électriciens, faire-moi un devis pour ma maison et tout. L'électricien fait le devis, non, c'est trop cher. Il y a l'autre qui avait fait un devis, ça a coûté moins de 400 000 puisque pour toi et tout, pourquoi est-ce que chez toi est cher? Bon, lui, pour pouvoir optimiser aussi, pouvoir gagner un petit peu, qu'est-ce qu'il fait? Il change certains fils. Il prend des fils moins chers et de section petite. Et ça peut revenir cher à la longue, en fait. Ça revient plus cher à la consommation, au niveau de la consommation, en fait. Donc, quand la maison est déjà construite, vous n'avez plus trop le choix de changer les fils. Parfois, ce n'est même pas possible parce qu'il faut casser. Surtout quand ce n'est pas des réseaux apparents. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième cause. Et pour préciser, il y a une norme que nous utilisons, c'est la norme, bien entendu, elle est française.
Mais c'est une norme qui est appliquée au territoire d'outre-mer française dont le climat est proche de nos réalités. Ça s'appelle la norme NFC 1500. Et il y a des démembrements et il y a des mises à jour qui se font en moyenne chaque 2 ans. Ce qui veut dire que même les normes s'inscrivent dans l'amélioration continue. Parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sortent. Aujourd'hui, on est dans l'IA. Il y a la fusion, la fibre optique. On est moins sur tout ce qui est RJ45 en termes de câbles Ethernet et tout ça là. Oui. Donc, tous ces éléments font objet de mise à jour côté électricité. Les sensibilités des disjoncteurs, les niveaux de protection contre les petits chocs électriques que nous avons. La dernière fois, j'en parlais à quelqu'un. Est-ce qu'il a l'habitude de se faire chatouiller même par son laptop? Il sent des petites vibrations quand il touche. Oui, oui. Voilà, des petites décharges de voilà, courant. c'est des petites décharges qui sont, je vais dire, pas trop méchants, mais bon, Oui. qui sont des passages de courant de fuite en fait. Ça consomme. Ça consomme. Ce sont des pertes d'énergie. Donc, tu veux dire que l'écran de ton ordinateur peut te faire consommer du courant aussi. Oui. Pas l'écran, je ne vais pas dire l'écran, mais ton ordinateur. Parce que il y a, je vais en venir tout à l'heure, il y a l'ordinateur certes, mais il y a aussi la carrosserie. Quand tu prends le laptop, quand tu prends un desktop, parfois quand vous touchez le métal Oui. de la carrosserie, ça chatouille un petit peu. C'est de ça que je parle en fait. Est-ce qu'un MacBook peut faire consommer plus de courant, par exemple, qu'un ordinateur comme un Toshiba avec une carrosserie différente, plus en plastique, par exemple? Je ne vais pas aller sur des appréciations marques. Oui. Pour faire peut-être Du favoritisme, voilà, c'est ça? non. Mais ça me permet d'introduire la troisième cause, Ok. c'est le choix du matériel. Quand vous êtes dans votre maison, dans votre bâtiment, avant d'acheter un climatiseur, par exemple, vous devez vérifier quelle est sa consommation, quelle est sa classe énergétique. La classe énergétique a été le système conçu pour pouvoir apprécier, on va dire, le niveau de consommation des équipements. Donc, vous n'allez pas aller acheter un climatiseur parce que c'est ce qui est forcément à la mode, c'est ce qui est forcément moins cher, comme mes amis comptables aiment bien le faire. Le moins 10 ans est très sensible à leurs yeux et tout. Mais il faut quand même vérifier la classe énergétique, la consommation. Ensuite, il faut s'assurer des normes d'installation de ce climatiseur. Par exemple, un climatiseur d'une puissance donnée est conçu pour un volume donné. Une surface et un volume bien donné. Donc, quand vous avez cette information, vous choisissez mieux l'équipement et donc votre consommation est rationnelle. Donc, cela va en termes de choix d'équipement pour tout ce qui est climatiseur, tout ce qui est ordinateur. Quand je veux prendre l'ordinateur, vous êtes un infographiste, vous êtes un architecte, vous choisissez généralement des ordinateurs avec des écrans avec des résolutions assez poussées. Oui. On ne va pas mettre ce même écran, excusez-moi, un DG. Un DG n'a pas besoin de voir certains niveaux de finition, de détail architectural ou bien d'infographie. Sauf si le DG est architecte ou bien... mais si c'est juste niveau managérial, on n'en a pas besoin. J'attire l'attention sur ce fait parce que ces écrans-là, qui ont des niveaux de résolution poussés, ont une consommation supérieure aux autres. On parle bien sûr des desktops. Que ce soit desktop, que ce soit laptop. Parce que je suppose qu'un laptop est branché, tu peux le brancher quand il est éteint. Est-ce que l'écran agit forcément dans ce cas-là? Ce n'est pas l'écran, mais c'est la caractéristique de l'écran et sa consommation induite. Même quand il est au repos et que tu charges, en fait. Bien sûr. D'accord. Puisque quand tu charges, tu débranches, elle se décharge avec l'utilisation. Oui. C'est de l'énergie qui a été tout simplement accumulée et qui est consommée maintenant avec le laptop. Ok. C'est juste, il y a juste une différence. C'est comme vous êtes dépendant de la régie ou bien vous avez un polytank. Ok. Et le polytank accumule l'eau. Accumule l'eau. C'est toujours le même contenant et la même quantité. Oui. Ok. Quand vous tirez une chasse avec la régie, d'accord, distributrice d'eau, c'est cette même quantité d'eau qui va être chassée avec votre polytank. Donc, dans tous les cas, vous consommez. Ouais. Il y a juste un stockage, c'est juste la simple différence en fait. Voilà. Donc, pareil pour les ordinateurs, pareil pour
l'éclairage. Pareil pour le réfrigérateur. Pour le réfrigérateur, c'est assez drôle parce que la tendance a dit oui, mon mari m'a acheté un réfrigérateur 2 bâtons. C'est devenu le critère en fait. Et ah oui, Ranco a sorti un nouveau réfrigérateur qui est très chic, avec la possibilité de sortir l'eau, machin et tout ça. De toute façon, c'est chic et chic. Hein. Voilà. Donc, mais en réalité, tu dois acheter un réfrigérateur en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la maison. Parce qu'il y a une quantité de volume, il y a un volume approprié par personne. Donc, en temps normal, vous n'achetez pas par feelings, par beauté, par chic, non. Vous achetez par besoin. Donc, c'est l'optimisation, l'efficience de l'achat même. D'accord. Donc, il y a normalement les normes pour ça. Aujourd'hui, la plupart des jeunes couples togolais, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent, les jeunes dames, elles font des sauces qu'elles mettent dans des plastiques pour la conservation. Et durant la semaine où tout le monde bosse, on quitte le matin, on revient le soir, il suffit de ressortir la petite bolle, on chauffe et puis c'est plus rapide, c'est plus pratique et tout. Voilà. Il y a un volume qui est censé accueillir ce besoin et fonctionnel de la maison. Et quand le volume de réfrigérateur est plus grand, naturellement, sa consommation est proportionnelle. Donc, la consommation est plus élevée. D'accord? Donc, le troisième élément, comme je le dis, c'est le choix des équipements, du matériel. Le quatrième élément, c'est comment vous utilisez les choses. D'accord? Comment est-ce que vous utilisez? Très bien, j'ai un très bon exemple ici. Vous avez mis le climatiseur sur 16 degrés. Oui. D'accord? Parce que, bon, c'est pour pouvoir garantir le confort et tout. Mais en réalité, vous le mettez sur 16 degrés, vous demandez à un climatiseur de rafraîchir cette pièce-là jusqu'à 16 degrés au Togo et en Afrique en mois de juin. C'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que la température de 16 degrés est la consigne que vous donnez au climatiseur. Quand vous réglez le climatiseur sur 16, c'est la consigne qui est 16. Et non, on va dire autre chose, tout simplement. C'est la consigne qui est de 16 degrés. Et donc, le climatiseur va travailler de façon continue pour pouvoir atteindre ce qu'il ne peut pas atteindre. Ça vous fait une forte consommation. Mais quand vous allez le régler sur 22, 24 degrés, ça va être beaucoup plus, on va dire, réaliste dans notre environnement. Le confort thermique que nous avons dans notre environnement, c'est autour de 22, 24 degrés. Et quand on arrive à cette température, qu'est-ce qui se passe? Le climatiseur va passer en mode repos. C'est comme les réfrigérateurs. Vous allez entendre le compresseur fonctionner, arriver à un moment donné, ça se calme. Et quand ça se calme, c'est de l'économie d'énergie. Le compresseur ne tourne plus. Mais quand vous laissez le climatiseur sur 16 degrés, ça veut dire que le climatiseur va tourner à plein régime pendant tout le temps qu'il est allumé. Donc, l'utilisation a un gros impact sur l'excès de consommation. Donc, vous branchez, c'est pareil pour tout ce qui est veille. On a souvent l'habitude de crier, il ne faut pas laisser les machines en veille. Le climatiseur, on a l'habitude de le laisser aussi en veille sans savoir que c'est en veille. Parce que quand vous l'éteignez avec la télécommande, d'accord, c'est toujours en veille, en fait. C'est pour cela que certains recommandent d'aller sauter le dismatique, comme on dit. Donc, quand vous sortez, vous l'éteignez avec la télécommande, ouais. Vous sautez aussi le dismatique. Effectivement. Pour mieux réduire votre consommation. Voilà. D'accord. Quand vous ne le faites pas, vous faites une consommation d'une ampoule généralement de 12 watts. Non, pour la clim? Oui. Donc, c'est comme si vous avez laissé une petite ampoule de 12 watts allumée. Sachant que généralement, nous avons des ampoules de 10 watts en moyenne. Et même de 5 watts. Généralement à la maison. Oui. Waouh. Donc, vous imaginez si vous avez dans les bureaux, dans les bureaux où on a une vingtaine de clim et que tout le monde, quand on part, on l'éteint juste avec la télécommande. Vous voyez un petit peu? Ouais. Donc, cette quatrième cause, nous l'appelons la sobriété énergétique, c'est-à-dire cela est relatif au comportement humain.
Et normalement, le comportement humain, on n'a pas besoin d'investir pour pouvoir changer de comportement quand on prend conscience. Parce que quand j'ai dit côté architectural, il fallait voir un architecte, il va naturellement vous faire un devis, il va vous faire une conception, vous allez devoir payer. S'il faut refaire l'architecture pour pouvoir contribuer à faire l'économie d'énergie, l'architecte viendra vous dire non, je vais naturellement faire un devis et tout. Je disais tantôt qu'ils sont relativement moins chers maintenant. Oui. Pour que tout le monde ce soit accessible. Je ne fais pas leur pub en soi. Oui, je comprends. Oui. Mais les architectes aujourd'hui font l'effort de pouvoir proposer de vraies solutions. Donc, vous avez à investir pour pouvoir faire une rénovation, forcément. Si les câbles électriques qui sont mis dans le bâtiment ne respectent pas les normes, vous allez devoir d'abord payer un diagnostic et ensuite faire sortir encore de l'argent pour faire la rénovation après ce diagnostic. Donc cela nécessite de l'argent. Si vous avez acheté un climatiseur qui ne correspond pas à votre volume de la pièce, ou bien de votre bureau, ou bien de votre chambre, et que vous en rendez compte, vous allez devoir encore sortir de l'argent pour changer. Mais si on vous explique que voilà comment il faut utiliser pour faire de l'économie d'énergie, là, à moins qu'on soit même bipolaire, je comprends. On se dit, ben attention, il faudrait changer ceci, voilà ce qu'il faut faire en termes de comportement. Donc aujourd'hui, nous avons surtout à notre niveau développé une solution qui est basée sur la sobriété énergétique parce que l'expérience a prouvé depuis plus de 15 ans que quand tu veux proposer des solutions d'audit, c'est difficile à vendre, c'est difficile à acheter. Surtout en Afrique. En Afrique, c'est pas du tout simple. Les gens veulent directement, en fait, l'application et l'exécution de la solution qui va changer leur vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons réussi à proposer des formations aux structures où c'est des formations bizarrement qui tiennent sur 3 à 4 jours où on montre d'abord les différentes causes de tout ce qui est essai, comment on choisit les équipements. On va jusqu'à adopter une charte énergie en termes de comportement dans l'entreprise et on va plus loin. On va jusqu'à faire des prévisions budgétaires pour tout ce qui va concerner l'électricité, tout ce qui va concerner aussi les maintenances. D'accord? Alors, les maintenances sont aussi l'une des causes de l'excès de consommation. Chez nous, à la maison, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on a acheté un réfrigérateur. Ça a marché, ça a pris un petit coup avec quelques coupures d'électricité. Et mon cousin frigoriste vient dire non, en fait, c'est le compresseur qui a fait ceci. Non, donc, on va poser un ventilo et puis c'est bon. Vous posez un ventilo qui va travailler H24, alors que dans la conception du réfrigérateur, on n'en avait pas besoin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Vous mettez un bon petit ventilo derrière qui va travailler 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ça a eu une forte augmentation de la consommation et les gens sont surpris de voir non, en fait, je n'ai rien changé et puis ma facture a augmenté. Mais en réalité, tu as fait un gros changement. Parfois, c'est pas que je leur jette des pierres, mais parfois, ils font des manipulations qui induisent une augmentation de consommation au niveau des équipements, que ce soit au niveau des réfrigérateurs, que ce soit au niveau même de certains fers à repasser et autres, micro-ondes. Une toute petite transformation ou bien un petit changement peut engendrer en fait une très grosse hausse de facture à la longue. Du coup. Oui. Un petit changement, oui. Wow. C'est assez simple, mais il faut pouvoir détecter cela. Et savoir d'où ça vient exactement. D'où ça vient. Et c'est ça, en fait, le problème, parce que beaucoup ne savent pas exactement d'où vient le changement, c'est ça? Oui. Et on joue beaucoup plus sur des suppositions. Et parfois, ça part même en vrai conflit. Monsieur dit oui, madame, tu ne gères pas bien les choses à la maison. Madame dit que c'est toi qui repasse trop les choses. C'est la bonne. La bonne dit non, que c'est les enfants. Bon, voilà, ça part dans tous les sens, en fait. Ok, juste à cause d'une facture de courant, en fait, des choses peuvent dégénérer beaucoup plus vite, en fait. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que le nombre d'icônes sur ton écran de bureau peut aussi engendrer une hausse de facture de courant? Ce n'est pas le nombre d'icônes.
Alors, vous m'amenez à vendre beaucoup plus les secrets. Quand vous prenez un ordinateur, l'élément qui fait fonctionner, qui fait consommer plus, c'est le compresseur. Non, pas le compresseur. Il y a ce qu'on appelle un radiateur qui refroidit une pièce. D'accord. C'est cette pièce-là, j'oublie son nom, mais ça va revenir tout à l'heure, t'inquiète. Le processeur. Le processeur. OK. C'est le processeur qui consomme plus d'énergie sur un PC. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous prenez votre bureau, tout ce qui est bureau, mes documents, mes images et autres, sont reliés à la mémoire RAM. D'accord. La mémoire RAM a pour source d'énergie le processeur. Et la partition C, qui permet de lancer tout ce qui est application. Maintenant, vous avez une deuxième partition qui est D, où vous pouvez stocker les données. Mais quand vous chargez votre bureau de fichiers assez lourds, je rencontre souvent quand on fait les expertises, dans les bureaux, les secrétaires peuvent copier sur le bureau près de 50 gigas de vidéos, de musique tellement dense et autres, oui. Et avec les données professionnelles, parce qu'on estime que sur le bureau, c'est rapidement accessible en fait. Quand vous faites cela, la conséquence est que la mémoire RAM est plus sollicitée et naturellement, le processeur suit la mémoire RAM. Donc, vous consommez plus. Donc, l'une des façons optimales consiste à faire quoi? De laisser juste le bureau pour tout ce qui est icône, qui est en réalité des raccourcis, pour aller chercher les données sur le C pour les applications et sur le D pour tes data. Et là, ton processeur ne va pas trop ronfler en fait. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont beaucoup de données sur leur bureau ou bien dans mes documents, quand ils démarrent, même parfois Word, même Explorer, ça fait un bruit un peu plus accentué. Oui. C'est tout simplement le processeur qui est sollicité et donc ça consomme plus d'énergie. Donc, que ce soit en laptop, que ce soit en desktop, en laptop, quand vous n'avez pas branché votre laptop, vous êtes sur la batterie va vite se décharger. Mais quand vous êtes en desktop, donc naturellement, vous allez consommer plus d'énergie en fait. Donc, dans les deux cas, vous avez une incidence claire sur la consommation. Quel est l'appareil qu'on suspecte le moins dans la maison et qui consomme autant d'énergie? C'est le suppresseur. Ah. Ouais. Ah oui. Oui. Les gens prient, je ne sais pas, par habitude, d'installer un suppresseur pour avoir une bonne pression d'eau à la maison. Mais il se fait qu'à chaque fois que vous tirez même une chasse d'eau, le suppresseur démarre. Un suppresseur a une puissance égale ou supérieure à un climatiseur. Donc, vous imaginez, si vous êtes un peu chez moi avec mes enfants qui sont très agités, très turbulents, puis ouvrir un robinet par plaisir, parce qu'ils s'amusent, le suppresseur va démarrer. Automatiquement. Vous voyez un peu? À la place d'un suppresseur, je vous recommande tout simplement de mettre une pompe qui va avec un polytank qui stocke assez d'eau et avec la pesanteur, vous avez le débit qu'il vous faut dans votre robinet. Et vous aurez la pression, tu crois? Non. Oui, vous devrez avoir la pression. Si la plomberie a été bien faite. Parce que si la plomberie n'a pas été bien faite, c'est encore une autre paire de manches. Quelle est la meilleure anecdote que tu as quand tu es allé sur le terrain par rapport à un client, un truc anodin qui s'est passé concernant sa consommation énergétique et ça a engendré des choses vraiment des proportions différentes? Alors, je vais donner deux. Oui. D'abord, en entreprise et puis dans une résidence. Alors, dans une résidence, ça a été pendant... Il y avait la dame qui était partie en congé. Et pendant les congés, il y a eu la facture qui a doublé. Et le monsieur m'appelle, dit non, qu'il est certain que c'est madame qui a la cause. J'ai vu la dame, c'était une dame assez présentable, propre, belle et tout. Et j'ai dit, bon, on va causer pour comprendre le fonctionnement de la maison parce que j'avais fini de checker tout. Je n'avais rien trouvé d'exagéré en termes de choix d'équipement,
en termes de puissance exagérée et tout. Donc, j'étais convaincu que c'était un problème lié à la sobriété énergétique, le comportement des gens dans la maison. Donc, on causait, et puis, à un moment donné, j'ai entendu la femme dire, va voir si l'eau est chaude pour que j'aille prendre une douche. J'ai dit, ah oui, vous avez un chauffe-eau à la maison? J'ai dit, oui. Très bien, comment est-ce que votre chauffe-eau fonctionne? Donc, quand on en a besoin, on l'allume, on va à la douche, il y a l'eau chaude qui sort et puis c'est bon. J'ai dit, voilà le problème. Ok. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, non, on l'a toujours fait. Je dis, oui, mais voilà le problème. Pendant que madame est à la maison, elle a plus utilisé l'eau chaude et le chauffe-eau, chaque fois, a besoin de chauffer l'eau. Donc, le chauffe-eau a reçu une mission de rendre disponible l'eau chaude. Donc, dès que vous l'utilisez ou pas, lui va toujours consommer de l'énergie pour pouvoir rendre son service. Alors, on va faire l'expérience. L'expérience qu'ils avaient fait, heureusement, ils avaient un compteur postpaid. Donc, j'ai dit, prenez tous l'index. D'accord? Vous prenez l'index aujourd'hui, c'est bon. Vous allez utiliser normalement. Le lendemain, vous reprenez l'index et on coupe le chauffe-eau pour la même durée. Et on refait le test. On refait le texte. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, Monsieur Edem, vous êtes un sorcier. Je dis pourquoi? Il y avait près de 50% de différence. Est-ce à dire qu'on ne doit plus utiliser de chauffe-eau dans nos maisons ou bien on peut trouver une alternative ou bien il y a une façon de l'éteindre en fait? Il y a plein d'alternatives. Aujourd'hui, nous avons plein de technologies. Il y a des équipements qui permettent de contrôler les temps de fonctionnement du chauffe-eau. Ok, donc au lieu que c'est ça additif en fait. Oui. Ok. Au lieu que cela fonctionne H24, vous pouvez le programmer de 5 heures jusqu'à 8 heures parce que jusqu'à cette période, vous êtes censé, on va dire, prendre votre douche et quitter la maison. Ensuite, vous êtes au boulot, donc vous n'avez pas besoin de solliciter le chauffe-eau. Et c'est parti pour peut-être le soir quand vous rentrez à 19h jusqu'à 22h. Et ces intervalles creux vous font des économies d'énergie. Ok. Ouais. Et la différence tourne autour de 40% à peu près de la consommation. Donc ça désactive automatiquement le chauffe-eau quand vous n'êtes pas en train de... Ça débranche en fait. Sans que vous n'ayez à le faire. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vive la paresse avec les technologies et les solutions et autres. Donc, autant utiliser ces solutions pour pouvoir optimiser nos consommations à la maison. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important de savoir ces causes. Les causes, il y a le chauffe-eau, le suppresseur, les climatiseurs quand c'est mal utilisé, mais c'est pas très méchant dans la mesure où quand il n'y a pas une sédentarité. Mais c'est quand il y a une sédentarité à la maison, il y a une personne qui est presque là tout le temps et qui met le climatiseur en marche, que la consommation est importante, comme dans les bâtiments bureaux. Le deuxième anecdote que je voulais partager avec vous, c'était pour un cabinet, un bâtiment administratif. J'avais proposé de faire un audit pour pouvoir comprendre la cause. Ça n'a pas marché. Parce que le promoteur m'a fait comprendre, tu proposes un audit et après on aura la solution. Je dis oui. Quand il a vu l'offre de l'audit, ça l'a refroidi. Donc après, je pense 5 ans, quand j'ai commencé par développer les solutions de sobriété énergétique, je suis venu, je me suis dit, bon, mais écoutez monsieur, je viens montrer à votre personnel comment utiliser l'électricité pour que ça consomme moins. Je vous le fais juste à 500 000. Il a fait ses calculs, il s'est rendu compte que ça fait à peine 10% mensuel en fait. Il dit ok, vas-y. Je prends le personnel, je l'entretiens pendant 3 heures de temps sur comment utiliser l'ordinateur pour que ça ne consomme pas, comment utiliser le climatiseur, comment utiliser les lampes de toilette, comment utiliser les cafetières, les bouilloires et autres, imprimantes, photocopieuses et tout. Et je les ai expliqué tout. La prochaine facture qui a suivi, il y avait une différence de 30% de réduction.
Ah oui, sur leur facture de courant? Sur leur facture de courant. Et ça a été maintenu. Et c'est ce qui m'a conforté aussi dans cette solution d'éducation parce que les gens ont peur d'investir, ils ne savent pas trop ce qui va suivre. Mais quand tu fais plutôt une sensibilisation, une formation, on sait que, OK, quand je sors, voilà comment je dois fonctionner. Quand je dois utiliser le climatiseur, voilà comment ça doit se passer. Jusqu'à même la politique de maintenance des climatiseurs dans le bureau. C'est-à-dire que c'est quand ça a une panne qu'on sollicite le frigoriste. Vous voyez? Donc, quand on comprend qu'il faut faire des maintenances préventives qui vont vous coûter 5 à 10 000 par climatiseur, au lieu de payer peut-être 30 000, 40 000 chaque semestre, vous voyez que vous perdez en fait. Dans votre domaine, il existe combien de types de maintenance? Il y a, en termes de maintenance, nous avons au moins 2 types de maintenance. Il y a ce qui est préventive. Donc, c'est pour garantir le fonctionnement de l'équipement pour que cela ne tombe pas en panne ou bien en rate. Et le curatif, c'est quand il y a un souci, il faut donc intervenir pour pouvoir corriger le problème. D'accord. Donc, quand vous vous inscrivez dans le préventif, vous dépensez plus d'argent que si vous devez vous faire surprendre par des pannes et faire tout le temps des curatifs. Et mes frères frigoristes adorent ça. Ils viennent, vous disent, oui, le gaz est fini, il faut compléter. Le mois prochain, comme vous n'êtes pas inscrit dans le préventif avec du professionnalisme, ben, eux aussi en font une faille et puis bon, voilà quoi. Ça devient un fonds de roulement. Et ça fait un fonds. voilà, quand ils viennent, ben, un fonds de commerce, quoi. Voilà. c'est notre magie en fait. Donc, vous n'allez pas tout de suite vous en rendre compte, mais sur la durée, vous payez beaucoup. Vous payez énormément d'ailleurs. Parce que vous êtes tout le temps confronté déjà au problème quand il est déjà à un niveau, c'est ça? Ouais. Mais dans le milieu en fait courant, il y a beaucoup de secrets et des non-dits en fait. Et je pense que c'est agréable quand même qu'il y ait quelqu'un qui essaie de sensibiliser, de dire des choses. Vous avez des perspectives d'écrire un livre par rapport à ces choses-là, ou bien d'ouvrir un blog, ou bien de créer du contenu éducatif par rapport à ces choses-là? Vous rejoignez mon épouse qui me l'a dit en janvier passé. Edem, avec tout ce que tu fais, c'est pas mieux d'écrire un livre? J'ai dit oui, d'accord. Je vais écrire un livre parce que nous avons notre environnement africain qui se retrouve dans une méconnaissance de tout ce qui est fonctionnement électrique et gestion de l'énergie. Donc, j'ai fait pas mal de pays ouest africains. Vous allez au Sénégal, tout le monde se plaint de l'électricité. En Côte d'Ivoire, c'est presque pareil. Au Niger, au Mali, au Bénin, au Ghana, voilà. On a presque les mêmes problèmes. Ok. Et quand tu fais une analyse, on se rend compte que c'est beaucoup plus de la méconnaissance qu'autre chose. Nous n'avons pas assez de structures qui puissent non seulement former, mais aussi mettre en place tout ce qui est normes techniques. Ça, c'est encore un autre volet. Il faut qu'on aille sur tout ce qui est normes techniques qui soient vraiment propres à nous, à notre environnement. Combien peut coûter en énergie un concert géant plein air avec du gros matériel? Je sais pas trop, mais bon. Si on estime. Je sais pas trop parce que je sais qu'en termes d'ampli et jeux de lumière qui suivent, je risque de dire bêtises. Ces équipements ne me sont pas trop familiers en termes de lecture de puissance. Mais si j'ai... Plus dans le domestique, quoi. Voilà. Si dans le domestique, j'ai développé pas mal de solutions dans tout ce qui est domestique, dans tout ce qui est bâtiment simple. D'accord? Mais il y a aussi ce qu'on appelle le bâtiment hospitalier. Quand tu prends les centres de santé, il y a plein de solutions qu'on peut aussi déployer parce que les normes et le suivi de la consommation dans les centres de santé, c'est pas du tout respecté. Les centres de santé consomment énormément en énergie électrique, c'est ça? Ils consomment énormément. À cause du matériel. À cause du matériel et des mauvaises habitudes. Parce que le médecin, il a eu l'opportunité de voyager, il a découvert un nouvel équipement et tout. Il ramène ça. Sans savoir exactement ce que ça peut coûter en énergie. Voilà. Et il y a plein de cas comme ça. Soit
l'équipement n'est pas très approprié, soit l'installation électrique n'est pas suffisamment protégée pour pouvoir garantir le fonctionnement optimal de la chose. Quand je prends le cas, par exemple, de tout ce qui est laboratoire, normalement, dans un laboratoire, quand on fait des analyses, il y a certains types d'analyses, c'est un process. Quand on démarre la machine de l'analyse, la machine doit faire son temps jusqu'au bout afin de sortir le résultat. S'il y a coupure en plein milieu, il faut reprendre à zéro. Donc, vous voyez, on perd de l'énergie d'abord sur la moitié de ce qu'on a fait, mais on perd aussi les réactifs. Ça fait du manque à gagner pour le personnel, pour la structure hospitalière. Ouais. Et vous imaginez le plus aberrant qui est difficile à expliquer. Un patient vient, on lui prélève le sang, on s'en va faire des analyses, il y a eu coupure, on a perdu le réactif, il faut reprendre, il faut revenir piquer encore pour prendre le sang. Et ça consomme encore plus. Et ça consomme un peu. Donc, d'abord, le malade psychologiquement se dit, ou bien ma maladie, c'est quoi? Est-ce que, bon, voilà. Parce que le personnel ne viendra pas te dire, en fait, comme il y a eu coupure. C'est trop long à expliquer tout ça et c'est pas professionnel. Voilà, c'est pas professionnel, en fait. Ouais. J'ai eu la chance de, justement, développer une solution au Sénégal dans une localité qu'on appelle Sokone, où on a alimenté tout un bloc opératoire en panneaux solaires. Et avec une technologie de batterie qu'on appelle les supercondensateurs, différent de ce qui est batterie lithium. D'accord. Très connu aujourd'hui. Le supercondo est 2 à 3 fois plus cher que le lithium. Donc, vous voyez que le coût est encore plus grave. Oui. Mais sa durée de vie va jusqu'à 20 ans. Donc, avec... Sachant que le lithium, on est dans combien de temps? Le lithium va entre 5 et 8 ans, voire 10 ans. Et pourquoi l'appelle-t-on souvent le lithium? C'est la technologie, c'est le lithium Phi. Phi, c'est la technologie qui suit. Il y a lithium Po et il y a différents types de lithium. Voilà. Et même dans nos téléphones, c'est aussi les batteries lithium. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs... Le powerbank, les powerbank, power station, comme ils disent aujourd'hui. Tous ces éléments sont beaucoup plus au lithium. Est-ce que vous travaillez souvent avec les sections de C4D, communication pour le développement, surtout dans le cas des énergies solaires? Je donne un exemple, hein, parce que, vous savez, dans une région subsaharienne, par exemple, oui. J'ai entendu parler d'un projet où on avait dû installer des donateurs ont installé à des bénéficiaires des panneaux solaires. Oui. Et il y a eu une mauvaise compréhension auprès des communautés rurales qui ont cassé les panneaux solaires là au bout de 2 mois parce que, selon eux, le sorcier du village a dit que les dieux ne sont pas contents parce que, voilà, depuis que ces gens de panneaux solaires sont là, il ne pleut plus. Donc, ils ont cassé et les dieux ont demandé, à ce que vous cassiez les panneaux solaires là pour que la pluie puisse tomber. Le seul problème, c'est qu'il ne pleuvait déjà pas, en fait, avant. Parce que les donateurs avaient fait des études pour pouvoir comprendre qu'il ne pleuvait pas. Oui. Et on vous offre des panneaux solaires pour pouvoir ensuite créer autour des centrales électriques, tout ce qui peut faire fonctionner et ramener de l'eau aussi, justement, tu vois. Et ceci est un réel problème auprès des personnes qui travaillent dans le milieu, surtout côté électrique et côté donateur, surtout parce que ça vient de la tête. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de problème-là dans des gros projets avec des organisations ou des multinationales? Beaucoup plus même ça. J'ai eu pas mal de situations pareilles, mais on n'est pas allé jusqu'à casser. Mais il y a eu dans un village, notamment mon village où j'ai eu l'opportunité d'avoir des donations pour installer des panneaux solaires. Et c'était un cousin du village qui est prêtre et résident en Italie, à Rome. Donc, voyant la situation du village, avec tout ce qui est maladie, qu'on ne soit pas en mesure de faire, ne serait-ce que certains premiers soins, ne serait-ce que situation de femme qui doit accoucher et autres, il a mobilisé des moyens pour construire un centre de santé. Et après le centre de santé, il s'est dit, mais un centre de santé sans électricité, ça ne sert à rien. Bien sûr. Et c'est là où on est allé aux panneaux solaires. Donc, il a pu trouver les moyens
de donation des panneaux et tout ce qui va avec. Et moi, j'ai assuré la partie installation. Maintenant, pendant l'installation, ayant constaté l'environnement du village, on s'est rendu compte qu'il y aura la lumière là. Et ça commençait par demander, je suis le cousin direct du prêtre, il faudrait qu'on puisse tirer un fil pour allumer chez moi à la maison. Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles. Et félicitations pour ta nouvelle assistante. On a constaté l'environnement du village. On s'est rendu compte qu'il y aura la lumière là. Et ça commençait par demander, je suis le cousin direct du prêtre. Il faudrait qu'on puisse tirer un fil pour allumer chez moi à la maison. Parce que j'ai toujours prié pour mon frère prêtre. Okay. Et c'est lui qui a mobilisé tout à ce jour, en fait. Ça a commencé par là. Ensuite, il faudrait, si tu peux pas tirer, au moins mets quelques ampoules sur la rue, dans la rue, pour éclairer là où les gens passent devant le centre de santé. Alors qu'il y avait eu un dimensionnement. Il y a des choses qui sont prévues dans la capacité du système solaire installé. Donc, après réflexion, j'avais discuté avec des amis sociologues et autres. J'ai dit, quel est le moyen de détourner l'attention de ces personnes de cette appréhension, pas une appréhension, mais de cette idée, en fait. Et la première des choses que j'ai eu à faire, c'est déjà leur offrir un réfrigérateur. Quand j'ai offert un réfrigérateur, j'ai confié ça à une des dames du village. J'ai dit, voilà le réfrigérateur. Maintenant, dans le village, vous pourriez aussi consommer de l'eau fraîche. Donc, les sachets de Pure Water sont mis dedans. Elle a dit, tiens, si elle peut faire de l'eau fraîche, autant faire du jus aussi, parce que le centre est juste à côté de l'école. Donc, c'est devenu une activité génératrice. Et cette femme étant leader dans le village, tout le monde a commencé par apprécier l'utilité de la chose. Oui. Deuxième élément, j'ai conçu une table, d'accord, avec des prises électriques, tout simplement. C'est une table comme les tables d'exposants des femmes qui exposent sur la rue. Oui. Et j'ai mis 6 rangées de 8 prises. Tout simplement pour charger les téléphones portables. Donc, j'ai appelé l'infirmier du centre. J'ai dit, écoute, pour pouvoir permettre de faire un peu de la génération de revenus et tout, vous allez pouvoir faire la recharge de votre téléphone. Combien vous le faites normalement dans le village voisin où vous aviez l'habitude de le faire? Il dit non, on le charge autour de 100 francs. Je dis ok, ici vous allez le faire à 50 francs parce que vous avez la possibilité de le recharger, de recharger 8 fois 6 téléphones simultanément. D'accord? Donc, c'est plutôt intéressant pour vous. C'était vraiment du sur-mesure, quoi. Du sur-mesure. Et il a épousé avec beaucoup de joie. Donc, il prend les téléphones. Donc, chacun vient avec son chargeur, il classe et puis il met le nom sur une petite plaque de bois qu'il a conçue pour pouvoir éviter les confusions des propriétaires de téléphone. Tout simplement. Ça marche super bien alors. L'autre chose, ça a commencé par générer de l'argent. Du coup, ces personnes sont ces personnes protectrices plutôt de ce projet. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est devenu une AGR et après, les gens commençaient à prendre conscience et se responsabiliser par rapport à chaque projet. Voilà. Et sur un autre projet, ça a été une consultation qui m'a été soumise. On est allé jusqu'à
faire des écrans de projection pour des séances éducatives où on passait des vidéos de classe de CP1, CP2 chaque lundi, ceux 1, ceux 2 chaque mercredi et CM1, CM2 chaque vendredi. C'était sur un autre projet dans un village sur la route de Palimé. Et ça a fait que les jeunes, pour pouvoir faire des révisions, c'est tout simplement des vidéos qu'on a pu télécharger sur YouTube, copier sur clé USB. Et les enfants ont commencé à s'éduquer tout. Et bien entendu, ils sont allés à télécharger des matchs de football de Champions League. Après, ils ont acheté Canal+, le décodeur pour pouvoir faire de la retransmission du football. Donc, quelle ingéniosité. Voilà, donc après, c'était le deuxième projet. Le troisième, là, ça a été beaucoup plus orienté bibliothèque. Et j'ai fait comprendre aux promoteurs que aujourd'hui, les gens perdent beaucoup plus en lecture. Donc, il faudrait faire un truc mixte. Donc, ils ont certes installé une bibliothèque, pour un centre, c'était vers Akepe. Et on a tout simplement ajouté un programme de passage de vidéos éducatifs et de films éducatifs, tout simplement. Donc, les panneaux solaires ne sont plus vus, mais tout ce que ça a généré... En fait, je crois que tu ne vends pas l'idée d'avoir des panneaux solaires, mais tu vends l'idée de profiter du bienfait des panneaux solaires. C'est bien ça, en fait. C'est ça que les villageois ont besoin de comprendre surtout, c'est ça? C'est de ça qu'ils ont besoin, en fait. Quand vous allez dans un village, vous installez des panneaux solaires qui leur permettent d'avoir de l'eau, c'est l'eau qui les intéresse. C'est pas forcément les panneaux. Mais c'est quand vous allez toucher les panneaux, ils vont se dire non, attention, ça, c'est ça qui nous permet d'avoir l'eau. D'accord. Ouais. Mais généralement, on est dans un système, excusez-moi, français, qui fait qu'on est très carré sur certaines choses. Mais quand on se donne, on n'a pas besoin d'investir pour acheter un vidéoprojecteur et faire de la projection avec des panneaux solaires. Non. C'était l'investissement qu'a coûté tout le système solaire comparé à l'achat d'une multiprise et d'un vidéoprojecteur. Je ne vois pas en fait l'élément qui serait chose. Donc, l'approche que j'ai eu à développer pour ce cas socio-culturel dans un environnement rural, ce n'est pas seulement au Togo d'ailleurs, c'est ce genre de solution. Au Sénégal, on a eu des cas où il suffisait juste de pouvoir faire du lait, du yaourt tout simplement, en période de carême. Donc les gens sont beaucoup plus focus sur l'utilité de la chose. Donc, quand on met en fait devant l'utilité première, c'est bien, mais il faut pouvoir créer un truc connexe pour pouvoir garantir la pérennité du projet. Si on revient à la consommation énergétique, est-ce qu'il y a des gens qui ont drastiquement baissé leur consommation de courant après un audit? Je parle vraiment de gros changements en fait, de gros changements, de plus de 50%, 60% par rapport à un matériel qu'ils utilisaient. On laisse tomber l'histoire du chauffe-eau, mais en fait vraiment dans un sens démesuré. Alors, le résultat spectaculaire que j'ai personnellement eu, c'est d'abord lié à la sobriété, au comportement. J'ai eu à donner une formation à un centre, à une structure, sur comment il faut utiliser l'énergie dans tout son ensemble jusqu'aux maintenances. Et on a obtenu 45% de réduction sur la facture mensuelle. 45%? Oui, 45%. Okay. Et les 45%, je peux dire, ça a été décomposé. On a eu d'abord 30%, rien que sur la sobriété, c'est-à-dire sur le comportement. Cette économie a rassuré le promoteur pour dire, OK, si tu es venu bavarder pendant 3 heures de temps, on a pu gagner 30%. Viens maintenant vérifier qu'est-ce qui est élément énergivore pour qu'on puisse améliorer. Donc, quand je suis allé vérifier, j'ai pu identifier
certains climatiseurs qui ont leur puissance de consommation qui ont augmenté par rapport à leur fiche signalétique. Parce que ça aussi, ça arrive. Quand vous prenez un équipement, vous l'achetez, avec la durée, cela perd en fait de sa qualité et donc sa consommation peut augmenter tout en donnant le résultat. C'est-à-dire c'est quoi le dual inverter sur les climatiseurs? Alors, le dual inverter, c'est quoi? C'est juste une technologie qui permet au compresseur de ne pas trop fonctionner ou bien de ne pas trop consommer. Un climatiseur qui n'a pas inverteur, quand vous le démarrez, le compresseur démarre toute sa puissance. Donc, vous consommez beaucoup en fait au démarrage. Mais quand vous avez un climatiseur qui est inverteur, selon la consigne que vous lui donnez, il ne démarre pas tout le compresseur. Si vous remarquez, les anciens climatiseurs, quand vous les démarrez, il y a un bruit assez fort au départ et après, ça se temporise. C'est ça, oui. C'est parce qu'au départ, vous faites appel à toute la puissance du compresseur. C'est un moteur, c'est comme ça que ça réagit. Maintenant, la technologie électronique qui s'y a ajoutée, c'est l'inverteur qui consiste justement à dire, OK, la consigne que je veux n'a pas besoin de démarrer tout le compresseur. Je le démarre à 50% pour pouvoir donner ce dont on a besoin, c'est tout. Donc, le dual, c'est sur 2 lignes. Il y en a qui sont allés jusqu'au quadri-inverteur. Ah oui? Oui. Vous allez trouver, je ne veux pas donner de marque, mais il y a sur le marché, il y a les quadri-inverteurs aussi. Il y a les dual inverteurs, les quadri-inverteurs. Les quadri-inverteurs, voilà. Donc, c'est tout simplement de l'électronique qui permet de rationaliser le démarrage des compresseurs pour que la consommation ne soit pas élevée. Mais il paraît aussi qu'en cas de baisse de courant, ça essaie de stabiliser aussi, c'est ça? La stabilisation du courant ne dépend pas de l'équipement. Il y a certains équipements qui sont conçus pour pouvoir supporter un niveau de baisse de tension. Ce n'est pas l'équipement qui stabilise, non. Mais c'est l'équipement qui est designé pour pouvoir tolérer certains niveaux de plage de tension. Parce que quand vous avez une baisse, l'équipement n'a pas le courant dont il a besoin ou bien la puissance dont il a besoin. Je vais vous faire un peu ce qu'on nous a tous appris en classe de 4e. La puissance P égale à la tension multipliée par le courant. Oui. D'accord? Donc, quand vous avez la puissance d'un équipement, c'est ce que le fabricant a donné. Donc, c'est figé en fait. Maintenant, quand vous le branchez, le fournisseur de l'électricité vous donne la tension et vous consommez le courant. Maintenant, quand il y a baisse de tension, qu'est-ce qui se passe? C'est un produit P égale à UI. La tension multipliée par le courant. Maintenant, comme la tension chute, le courant est obligé d'augmenter. Pour pouvoir stabiliser, en fait. Pour pouvoir répondre à la puissance du moteur. OK. Ou bien de l'appareil. C'est pour cela qu'entre-temps, quand les gens aussi se plaignent, ceux qui sont dans l'environnement où il y a des baisses de tension, vous allez voir que leur facture d'électricité est plus élevée. C'est normal. D'accord? Okay. Je vous vois venir en fait. Oui. Quand vous avez une baisse de tension, en réalité, vous payez plus parce que vous consommez plus que si vous étiez dans un environnement où la tension était normale. Ça, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas, oui. D'accord? Donc, il faut juste apprécier la chose de cette façon. Et l'une des solutions simples, c'est de mettre tout simplement un stabilisateur ou régulateur de tension qui aussi consomme un petit peu, mais au moins, vos équipements ne vont pas se gâter. Pourquoi dit-on souvent qu'il y a des compteurs à Lomé qui font partie des nouveaux compteurs qui font consommer plus de courant et que les compagnies veulent forcément forcer les gens à installer et que les anciens compteurs, je dirais avant l'année 2000, avant les années 2000 qui existaient, les compteurs classiques, font consommer moins de courant? Ce n'est pas le cas. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Pourquoi? C'est des rumeurs alors? Oui, c'est des rumeurs. Vous savez que la mauvaise information va plus vite que la vérité. Nous sommes dans la science, dans la technologie. Il n'y a pas un compteur qui, on va dire, compte plus vite ou bien ne compte pas bien autre. Nous avons une norme de comptage qui est sous-régionale,
qui ne dépend pas seulement que de notre fournisseur d'énergie au Togo. Non. C'est une norme qui est sous-régionale. Et donc, tout le monde respecte cette norme. Mais par contre, nous avons des compteurs non évolués au Togo. Les compteurs non évolués au Togo, c'est pour dire ça compte normalement, mais aujourd'hui, on a de nouvelles générations de compteurs. C'est comme si aujourd'hui, vous avez un ordinateur HP avec 2 mégas de mémoire RAM, un truc comme ça, alors qu'aujourd'hui, on va jusqu'à 16 mégas de mémoire RAM. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas fonctionnel, c'est fonctionnel. Ça compte en bonne et due forme. Mais l'idée de nouveaux compteurs que les fournisseurs essayent d'implémenter, c'est pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nouvelle technologie. Qu'on ne soit plus obligé de se déplacer pour venir relever les indices de compteurs à moins d'envoyer les factures. C'est de l'argent, c'est beaucoup de charges en fait. Ensuite, les compteurs d'ancienne génération sont des compteurs qui sont relativement beaucoup plus faciles à frauder. Oui. Donc, les spécialistes des fraudes s'y connaissent bien. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui font courir ces rumeurs pour qu'ils puissent rester dans leur basse besogne. Mais sinon, les compteurs aujourd'hui, quand vous sortez de la sous-région, on parle maintenant des smart meters. C'est des compteurs intelligents qui sont connectés par différentes technologies. On parle de courant porteur de ligne, CPL, ça peut être une carte SIM géolocalisée qui peut même couper automatiquement le courant si vous n'avez pas payé. Ah bon? Oui, ça existe. Ça existe. Donc, aujourd'hui, pour optimiser les charges, il faille migrer vers cette technologie tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore démarré chez nous, mais bon, je suis sûr que ça viendra. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça viendra. C'est quand même intéressant de voir, en fait, quand tu es bien informé, de comprendre mieux, en fait, le fonctionnement des choses. Oui. Que de croire simplement aux rumeurs, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et voilà, défoncer. Et je crois que tu as été plusieurs fois victime des rumeurs dans ton domaine, en fait. Oui, beaucoup de rumeurs. Parce qu'il y a beaucoup de on dit dans le domaine de l'électricité. Oui. Il y a beaucoup de, on va dire, mauvaises informations. Quel genre de mauvaises informations t'as un jour le plus énervé ou bien le plus surpris ou le plus marré Alors, c'est assez drôle. C'est ce qui concerne ce qu'on appelle les ampoules économiques. Excusez-moi. Je n'ai jamais fini de rire de cela parce que aujourd'hui, vous savez, on a eu des technologies des ampoules. En temps, il y avait les ampoules spirales qu'on appelait les ampoules économiques. C'est des ampoules qui sont spirales façon en U et à l'intérieur, quand vous cassez, il y a une poudre blanchâtre. Ouais. Voilà. C'est la technologie qui a précédé les LED. Mais on les appelait les ampoules économiques. OK. Donc, il y a un électricien qui a dit à un de mes parents que les LED consomment plus que les ampoules économiques. Que la preuve, pourquoi est-ce qu'on les appelle les ampoules économiques? C'est parce qu'ils sont économiques. Et la tante me connaissant un peu teigneux dans le domaine, elle m'a appelé, je suis venu, j'ai dit, mais monsieur l'électricien, qu'est-ce que vous racontez? Et comme il savait que je venais, mais agréablement, le gars vient avec 2 modèles d'ampoules économiques. Il est venu avec une ampoule économique qui avait une puissance de 85 watts. Et il me propose une ampoule LED de 12 watts. Et il me dit que le 85 watts est plus économique que le 12 watts. Déjà, il n'y a pas de logique. J'ai dit, are you out of your mind or what? C'est pas croyable, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais, vous savez lire au moins? Il dit, oui, qui sait lire? Pourquoi est-ce que je lui pose cette question? Je dis, mais attends, regarde ce qui est écrit sur la chose. Je lui montre les deux, regarde. Ça, c'est 85. Ça, c'est combien? 12. Je montre à ma tante. Tante, regarde. Il dit, mais ça, là, c'est plus beaucoup. Je dis, justement, c'est plus beaucoup. Donc, ce qui est plus beaucoup va consommer plus que ce qui est petit. Oui. Il dit, ah. Et il y en a plein. Surtout avec les ampoules, les gens remplacent les ampoules néant de
1,20, les ampoules, les tubes. Oui. Les tubes qui font 40 watts en consommation, les gens les remplacent par des ampoules qui font 125 watts de consommation. Et après, ils sont étonnés de la facture de courant, c'est ça? Oui, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. J'ai toujours eu du mal à comprendre. Ils disent non, que non, ça éclaire bien. Je dis certes, ça éclaire bien, mais rassurez-vous, ça consomme aussi en conséquence. Si vous avez besoin de plus d'éclairage, passez au projecteur. Il dit oui, mais les projecteurs coûtent plus cher. Mais allez demander les prix. Les projecteurs ne coûtent plus cher. Prenez des projecteurs LED de 30 watts, ça vous éclaire suffisamment que de prendre une ampoule de 85 watts, de 150 watts. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient dans un état à en venir au délestage? Alors, je vais aller sur la définition du mot délestage. Premièrement, quand on parle de délestage, comme le mot le dit, c'est qu'on délaisse. D'accord? On parle de délestage, ça veut dire qu'on délaisse. Quand on parle de délestage, techniquement, cela veut dire que le besoin de la population en énergie ne suffit pas. Donc, on est obligé de délester certaines parties pour pouvoir alimenter certaines parties. Et après, on délaisse cette partie qui était préalablement alimentée pour pouvoir alimenter la partie délestée auparavant. D'accord? Et je peux vous choquer, au Togo, nous n'avons pas de délestage. Ah oui. Il y a plein de rapports des organismes qui font les vérifications des projets de la distribution de l'énergie au Togo qui disent clairement qu'il n'y a pas de délestage au Togo. D'accord? D'accord. Mais je sais que beaucoup ont du mal à apprécier la chose de cette façon. Mais nous avons très souvent des pannes de distribution d'électricité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les pannes font en sorte que les clients sont privés d'électricité. Donc, il faut un temps pour que l'équipe technique du distributeur aille sur le terrain résoudre le problème. C'est tout. C'est la grande nuance. Et comme chez nous, c'est pas que je prends leur défense en soi, mais c'est parce que nous avons chez nous des distributions qui sont parfois souterraines et des distributions qui sont aériennes. Quand on parle de distribution, c'est l'arrivée des courants. Donc, quand vous avez une distribution souterraine où il y a une coupure pour une raison ou une autre, si vous vous rappelez, quand on faisait les grandes routes à Lomé, il y avait beaucoup de coupures. Oui. C'est parce que les distributions étaient coupées à des moments donnés. Donc, il faille revenir identifier là où c'est vraiment coupé et pas rafistoler, c'est pas le bon mot, mais remettre en service. Raccorder en bonne et due forme et remettre en service. Donc, cela peut prendre du temps selon l'accessibilité, selon la réactivité, selon le constat, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte tout de suite qu'il y a eu un souci ici. Il faille que les clients commencent par appeler et on dit, ah, il y a quoi? On remonte jusqu'à trouver en fait que c'était plutôt une panne à tel niveau, tout simplement. Donc, permettez-moi de vous dire et accepter malgré vous qu'il n'y a pas de délestage au Togo jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'avant de parler de délestage, il y a des chiffres bien donnés, il y a des rapports qui soutiennent cela, que voici le taux de délestage que nous avons au Togo, tout simplement. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Donc, nous n'avons que des pannes. Là, oui, nous avons beaucoup de pannes. Zones. Nous avons beaucoup de pannes, en fait. On en a assez. Et c'est à cause des réseaux souterrains, tu crois? Pas que des réseaux souterrains. Il y a les causes. Il y a d'autres causes. Il y a plusieurs causes. Ça peut être la vétusté, ça peut être au cours des travaux. Il y a des camions qui chargent, il y a un poteau qui peut tomber. Plein de causes. Et les articles qui disent souvent qu'on manque de fourniture en énergie électrique des pays voisins, etc. Est-ce que vous avez des preuves concrètes? Moi, je suis à la base un scientifique. Quand on me donne ce genre d'informations, je cherche à vérifier techniquement d'abord et ensuite la source de l'information, si cette source est crédible. Si un journaliste, écrit sur des termes techniques ce genre d'information, j'aime savoir d'où il vient, d'où il a eu cette information
est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources qui confirmeraient ce genre d'informations? Et dans la plupart des cas, non. Il peut y avoir des moments saisonniers qui peut être dû des pannes qui peuvent, ou bien la disponibilité de l'énergie qui peuvent dû à une baisse de production, à une grosse maintenance d'une centrale et ce genre de choses. Oui, ça arrive. Mais dire avec affirmation et surtout sur une longue durée, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est vraiment l'amalgame. C'est une coupure, mais pas du délestage. Non. Pas du délestage. Que faire en cas d'électrocution? En cas d'électrocution, je m'adresse surtout aux parents qui ont des enfants à la maison. Les choses à éviter, en fait, surtout qu'on a des enfants à la maison. Je crois qu'il y a de nouvelles technologies aujourd'hui, de nouveaux gadgets qui empêchent ça. Mais les gens ne sont pas informés. Ils vivent toujours comme s'il y a 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut être donné à des parents ou bien à des tuteurs par rapport à ce sujet-là? Alors, normalement, aujourd'hui, quand vous avez votre bâtiment, que ce soit à la maison comme le bureau, qui est installé selon les normes en vigueur aujourd'hui, même les normes il y a de cela 10 ans, on ne doit plus avoir de problème d'électrocution. Ni d'électrisation. D'accord. L'électrocution, c'est quand carrément la personne part, en fait. OK. Mais l'électrisation, là, c'est... Tu as pris un bon choc qui te fait sursauter. OK. Un peu comme avec notre histoire avec les PC. Voilà. OK. Ça encore, c'est encore gentil, en fait. D'accord. Donc, l'électrisation, aujourd'hui, quand vous avez une installation qui respecte les normes, on parle d'abord de ce qu'on appelle de la mise à la terre. D'accord. On a des prises avec la mise à la terre. Mais il faille aussi que l'électricien puisse faire véritablement cette mise à la terre afin que quand il y a un potentiel court-circuit ou bien d'électrisation ou d'électrocution, le courant qui était censé vous électriser ou bien vous électrocuter puisse directement passer à la terre. D'accord? Oui. Et on a de nos jours des équipements qui sont dotés systématiquement d'une protection terre. Mais si dans votre installation électrique, vous n'avez pas une protection terre, vous serez électrocuté ou électrisé. Mais moi, je l'ai fait récemment, figure-toi. Je l'ai fait, ça fait à peine 3 semaines. Oui. Et je ne savais pas, en fait, que chez moi, il n'y avait pas de mise à la terre. C'est mon électricien qui est passé et qui a branché une rallonge. Oui. Et il m'a dit que là, le verre ne s'allume pas. Voilà. Il y a un voyant qui ne s'allumait pas et que ça détecte qu'il n'y en a pas dans la maison, que c'est très dangereux. Il m'a expliqué ce que c'était et là, je l'ai fait. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés et qui ont le même problème. Parce qu'on se dit généralement que c'est tellement normal que les gens sachent et tout ça. Mais en fait, non. Les gens ne savent pas. Oui, en fait, c'est des solutions normalement qui devaient s'impliquer ou bien s'auto-réaliser quand nous passons à des locations ou bien des rénovations. Aujourd'hui, quand il faut faire une location ou bien une rénovation, la seule et unique chose qui intéresse les gens, c'est de faire du badigeonnage. Tout simplement. Mais on n'enlève pas la prise pour voir si les câbles qui sont là, c'est les 3 câbles qui sont venus, ou c'est 2 câbles. Parce que si c'est 2 câbles, c'est que tu n'as pas la terre. Et tu peux avoir des installations où on te met une prise avec la terre, mais derrière, tu n'as que 2 câbles qui viennent. Donc, tu n'as pas la terre branchée. Mm-hmm. Il y a le coffret de protection, notamment les disjoncteurs aussi, qui jouent avec. Et il faut savoir comment aussi l'installer. Mais malheureusement, c'est des choses qui nécessitent de l'argent. Et quand on le dit, bon, la question qu'on nous pose gentiment, bon, est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça ne marche pas? On dit oui, ça marche. Et ça n'a qu'à rester comme ça. Mais voici le risque. Dieu veille. Ah. Non, moi je suis chrétien, ça va pas arriver dans ma maison. On a entendu pas mal de choses. Il m'est déjà arrivé de faire signer des gens une décharge, quoi. Je reconnais avoir délibérément refusé de mettre le niveau de protection à niveau selon les normes. Ah oui? Ah oui.
Oui, parce que, écoute, si d'ici 2 ans, il y a un incendie, On t'attaque, toi. c'est moi, on prend, mais premièrement, en garde à vue avant de comprendre. Pourquoi tu n'as pas fait Ouais. voilà, tes paramètres selon ce que tu as appris Ah de oui. ton métier, c'est ça? On te prend, on te met en garde à vue d'abord, parce que la cause est liée à la qualité de l'installation électrique. Waouh. Mais vous imaginez que s'il y a un incendie dû à un problème électrique et qu'il y a eu mort d'homme, naturellement, on dit qui a été la personne qui a travaillé sur ces installations. C'est telle personne. OK, on le prend, le met en garde à vue, on cherche un expert qui vient confirmer. C'est chaud. Là. Mais ça vient 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans après. Ouais. Mais à ce moment, le gars ne va pas se rappeler que c'est lui-même qui a délibérément dit non, laisse-moi cette affaire de protection terre. J'ai eu une communauté religieuse pour qui j'avais fait une expertise. Je leur ai dit, je viens de me rendre compte que votre terre n'est pas bonne, la valeur n'était pas bonne. Et ensuite, vous avez besoin d'installer un paratonnerre parce qu'il y a plein d'arbres et qu'il pleut dans votre zone. Il dit non, ça coûte combien? Je lui ai donné le montant. Il dit non, c'est trop cher. Qu'ils n'ont pas prévu ça. Bizarrement, 2 semaines après, il y a eu une grosse pluie avec la foudre qui s'est abattue. Ils ont eu près de 1 million de dégâts. Des appareils grillés, c'est ça? Des appareils grillés, oui. C'est une grande maison. Ils ont leur chambre froide qui est partie. Et ça aurait pu être évité. Ça aurait été pu éviter, tout simplement. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, on ne s'en rend pas compte. Mais le jour où ça pète, rassurez-vous, vous serez le de bon coupable. C'est pour cela que aujourd'hui, je travaille avec justement l'UTET. L'UTET, c'est l'Union des techniciens électriciens du Togo. Je suis leur référent formateur sur tout ce qui est nouvelles technologies, protection et autres. J'essaie tout le temps de les sensibiliser sur les nouvelles solutions qu'on peut implémenter. Et eux-mêmes, à leur niveau, ils se font des partages d'expériences pour pouvoir renforcer, pouvoir servir la population, tout simplement. Donc, il y a quand même des actions sur le terrain, même si ce n'est pas soutenu, accompagné, on fait nos petits bouts de chemin. Quels sont tes projets à venir prochainement et tes activités à venir? Mon projet à venir serait de finaliser un gros projet qui est une application qui va aider les gens à diminuer leur facture d'électricité, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Vraiment, tu passes à une transformation digitale, quoi. Oui. C'est ça, je crois que ce sera très intéressant. Et j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour le faire. Ok. Donc c'est assez intuitif. Je travaille là-dessus depuis 2 ans. C'est pas aussi simple. La bonne nouvelle, je sais que ça va être compliqué de me copier. Donc, voilà un peu. C'est le projet sur lequel je travaille. Et ça permettra aussi de mieux vulgariser mes solutions de formation sur la gestion de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, mon slogan se dit « Tout ce qui se gère se maîtrise ». Quand tu ne gères pas ton électricité, tu ne vas pas le maîtriser. Ça veut dire quoi? Si tu ne gères pas tes plannings de maintenance, tu ne gères pas le suivi de ta consommation. Aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui ne font pas le suivi de leur consommation. Ils consomment seulement. Ouais. Aujourd'hui, on a payé 5 000, demain on a payé 8 000. Dans 3 mois, on se rend compte que... Qu'est-ce qui a fait, voilà. Dans 3 mois, dans 2 ans, on se rend compte qu'on est passé de 3 à 5 000 jusqu'à peut-être 30 000. Et c'est peut-être pas... Une période de galère qu'on se rend comme tiens, entre-temps... On consomme quand même. On consomme quand même. Donc, il y a quand même cette réalité qui est là. Et aussi, il faudrait aussi contribuer à la protection de l'environnement. C'est quelque chose qui nous aide, puisque nous avons emprunté la terre à nos enfants. Donc, la sobriété énergétique est la solution gratuite pour pouvoir léguer un monde propre à nos enfants pour demain. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Okay. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la caméra, à toute personne qui a cette optique-là de consommer moins de courant et tes meilleurs conseils à la population en termes de consommation électrique? Voilà. Alors, merci d'abord pour l'opportunité. Je vais commencer par dire que vous pouvez toujours maîtriser votre consommation d'électricité. C'est possible.
3 choses. Premièrement, faites le suivi de votre consommation. Prenez note de tout ce que vous consommez. Deuxièmement, faites attention à comment vous utilisez la chose, que ce soit tous les équipements de la maison ou bien du bureau. Et troisièmement, renseignez-vous, demandez toujours l'avis d'un expert quand vous avez des doutes. Ce troisième aspect est très important, demandez toujours l'avis d'un expert. Le Togolais a toujours peur de l'expert, je ne sais pas pourquoi, mais se fait berner par le profane. Donc, c'est les 3 aspects-là les 3 conseils-là que je vous donne. Et je suis sûr que vous aurez le résultat. Merci. Merci beaucoup, Edem. J'espère qu'on te reverra dans un prochain épisode. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Je suis sûr que vous allez encore bien me bombarder de questions. Mais évidemment, tout dépend. N'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner à la chaîne, à poser des commentaires, à écrire à Edem parce qu'il va répondre sûrement en commentaire aussi avec sa chaîne. Vous allez même regarder d'ailleurs vous-même. Et on se retrouve bientôt. Merci.